Aujourd'hui, nous allons dialoguer avec le professeur Jean Gardy Estimé. Et le professeur Estimé qui est un personnage très actif, surtout dans le monde universitaire en Haïti. Il va nous parler un peu plus de ses activités comme enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti et particulièrement au campus Henri-Christophe de Limonade. Professeur Estimé, bonjour, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir à cette plateforme. Bonjour, Monsieur Michelot. Je salue le staff en général, parce qu'il s'agit de staff, comme je viens de dire. Je salue toute l'équipe qui a daigné m'inviter. Je lui dis merci quand même d'avoir daigné m'inviter à ce précieux programme pour parler de mon œuvre, de mon dernier livre, Guide pratique d'organisation du travail intellectuel. C'est si précieux, c'est si bon de chercher à connaître les circonstances dans lesquelles un auteur a proposé une œuvre scientifique, une contribution. J'espère donc très sincèrement, très vivement que le public apprécie ses intérêts pour la suite. Voilà, donc, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour continuer à parler de mon œuvre, parce que c'est ce que je fais à longueur de journée. On m'invite, dans tout le pays pour parler de mon œuvre. Eh bien, je continue, c'est le travail. Voilà. Merci encore à toute l'équipe. Justement, ça va être une occasion pour nous de faire un coup d'œil sur vos activités et avec plusieurs titres, professeur, auteur, conférencier. On vous rencontre à plusieurs endroits comme conférencier. Oui. Mais toutes ces activités s'articulent autour de la méthodologie. D'ailleurs, je fais référence à votre dernier livre et aux différentes conférences que vous avez organisées. Alors, juste avant de commencer, pourquoi cet intérêt pour la méthodologie dans le contexte universitaire en Haïti? Ça saute aux yeux, Monsieur Michelot. Il y a un grave problème de production à l'université en Haïti. En général, à l'université en Haïti, en général, vous voyez, en partie, cela est dû à une carence, persistante en outils méthodologiques de qualité dans le pays. Eh bien, dans ce genre de conditions, un professeur de méthodologie comme moi, par exemple, un professeur de méthodologie qui s'y connaît, ne saurait être indifférent à ce genre de problème. Vous voyez, en effet, je suis professeur, comme vous le savez, je suis professeur de méthodologie à l'Université d'État d'Haïti depuis environ 7 ans. Et ce constat demeure toujours accablant, malheureusement, car en conséquence de ce manque accru de support méthodologique de qualité en Haïti, eh bien, malheureusement, les étudiants ne produisent pas assez. Il y a un problème de production en Haïti. Et ce n'est pas seulement le problème de production, c'est que le bilan même académique se révèle parfois même très accablant, très décevant. Eh bien, c'est donc sur cette carence en méthodologie, en outils méthodologiques de qualité que se révèle parfois, que je propose, bien sûr, mon dernier ouvrage, mon dernier livre intitulé Guide pratique d'organisation du travail intellectuel comme une tentative de réponse à explorer. Toutefois, c'est pour venir à mes séries de conférences, aux conférences auxquelles je participe à longueur de journée. Concevoir le message, c'est une chose, mais le faire entrer à la tête du public, c'est encore une autre chose. Voilà donc le défi majeur qui me met constamment en situation de communication, conférences, causeries, colloques, journées d'études, débats, etc., à longueur de journée. En d'autres termes, je veux dire que ce défi étant de chercher à convaincre
Le public le plus gros possible sur l'importance de la méthodologie, notamment en Haïti, parce que le livre se vend aussi en France. Vous voyez, on l'a découvert ici avec un accueil royal qu'on l'a accueilli. Vous voyez, donc, mais notamment parce que c'est là où je travaille. Donc, ce défi étant de chercher à convaincre un large public sur l'importance, sur l'utilité de la méthode, il m'a fallu utile d'élargir ce cadre de communication scientifique et de multiplier mes interventions sur la question, car je me convaincu à savoir que je vous l'avais toujours dit, il n'y a pas de production intellectuelle de qualité sans l'usage d'une méthode de qualité. Voilà donc le souci, parce que la méthode ou l'organisation ou l'ordre, bon, du cogito, Descartes, on va y revenir tout à l'heure. La méthode demeure la condition nécessaire de réussite de tout projet scientifique, quel qu'il soit et quel que soit le niveau. Alors, on va... Justement, nous allons faire un petit coup d'œil tout à l'heure sur l'importance de la méthodologie, etc., surtout dans la réussite académique des étudiants et des jeunes. Mais là, je suis en train de faire un petit coup d'œil sur le livre. Le titre de votre livre, c'est déjà assez curieux. Je m'intéresse surtout au sous-titre vers de nouvelles pistes pour la décolonisation de la méthode et l'émancipation intellectuelle. Faut-il décoloniser la méthode en Haïti? Oui. Une petite précision sur cet aspect-là qui est apparu dans le sous-titre. On s'achemine vers une décolonisation de la méthode. C'est l'un des problèmes même de nos étudiants. Nos étudiants ne peuvent pas produire parce qu'ils sont en partie endoctrinés. Vous voyez? Eh bien, ce livre, Guide pratique d'organisation du terrain intellectuel, se veut une contribution inédite se basant sur des approches nouvelles dans l'objectif de s'intégrer dans le débat qui se fait actuellement, le débat philosophique contemporain qui prône la décolonisation de la méthode. Vous voyez, coloniser et le fait d'endoctriner l'étudiant, eh bien, on le colonise aussi. Vous voyez, il y a un débat susceptible de permettre de sortir de cet empire méthodologique imposé par l'Occident, bien sûr. Au fait, l'ouvrage s'adresse principalement à des étudiants et apprenants, vous voyez, apprentis chercheurs, principalement. Donc, c'est un ouvrage qui s'adresse à tout le monde, à tous les chercheurs, à tous les travailleurs, toutes les travailleuses intellectuelles, mais le guide s'adresse principalement, parce que je vous rappelle que je suis professeur de méthodologie à l'Université d'État d'Haïti. Eh bien, mon premier souci, c'est d'aider mes étudiants. Donc, le livre s'adresse principalement à des étudiants. Je propose à ce titre de faire connaître ce qu'il en est de la science. Tout d'abord, si vous consultez le livre, vous pouvez voir qu'il y a un ensemble de canons traditionnels qui se répètent. Vous voyez, on essaie, vous voyez, de faire connaître ces canons traditionnels, ces canons, la méthode imposée, parce que pour critiquer quelque chose, pour le modifier, pour le transformer, il faut le connaître. Vous voyez, mais c'est ce qu'on fait. Bien, le livre, à ce titre, se propose de faire connaître d'abord ce qu'il en est de la méthode et du paquet scientifique pour ensuite voir dans quelle mesure redynamiser nos démarches anciennes et transformer nos canons habituels. Voilà pourquoi, dans le livre, on cherche d'abord à maîtriser, comme je viens de dire tout à l'heure, à maîtriser ces canons traditionnels pour ensuite essayer de les placer au crible de l'esprit critique. Parce que moi aussi, j'ai l'habitude de travailler avec des groupes d'étudiants d'Haïti et l'un des problèmes qu'on rencontre le plus souvent, c'est cette difficulté pour nos étudiants de réaliser ou du moins de rédiger leur mémoire de sortie, leur projet. Et bon, il y a plusieurs niveaux, bien sûr.
il y a un niveau qui concerne d'abord l'intégration même des étudiants à l'université, donc leur difficulté à s'adapter aux exigences des travaux universitaires. On a des étudiants qui viennent du baccalauréat, qui entrent à l'université, qui ont beaucoup de mal à s'adapter aux pratiques de lecture, aux exigences même de la vie universitaire, qui impliquent la lecture, la capacité de faire des synthèses, de s'organiser pour réaliser les travaux intellectuels. Ça, c'est un premier niveau. Maintenant, on a un autre niveau où, quand l'étudiant, après avoir passé les 4 ans d'études, on peut compter, ils sont très rares les étudiants qui arrivent à rédiger leur mémoire facilement, en dépit de en dépit des 4 années passées. Donc là, c'est un véritable problème, l'incapacité des étudiants à rédiger leur mémoire de sortie à la fin de leur cycle d'études. Et naturellement, on va essayer d'analyser ça au regard de l'approche on va voir comment la décolonisation de la méthode pourrait aider à résoudre ces problèmes. Mais déjà, il y a quelques points qu'on pourrait mentionner et c'est comme ça que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Par exemple, parmi les problèmes qu'on a, il y a effectivement les faiblesses au niveau de l'enseignement de la méthodologie, mais il y a aussi des problèmes objectifs, comme que je dirais, par exemple, l'incapacité pour les étudiants d'avoir accès aux documentations, par exemple, ou du moins, c'est de nos jours, et le savoir est partout avec l'Internet, mais on a comme l'impression que nos étudiants, même certains des professeurs, n'ont pas vraiment la capacité d'exploiter de manière optimale les capacités de nos ordinateurs, par exemple, de l'Internet. Et il y a c'est ce que j'appelle des problèmes, des facteurs objectifs qui nous mettent. Donc, vous voyez, donc, dans un premier temps, il y a justement cette faille au niveau de l'enseignement de la méthodologie qui fait que très souvent, on répète des choses qui sont faites ailleurs, sans une véritable capacité de les adapter à notre contexte. Mais il y a aussi cette absence d'infrastructure où nos étudiants ne sont pas familiarisés avec ce qu'on appelle depuis quelque temps la littératie numérique, c'est-à-dire cette capacité pour eux d'exploiter les ressources du web, de l'ordinateur et même nous toucherons plus loin un aspect particulier à notre université, puisque l'Université d'Haïti, selon ce que je sais, est abonnée à un ensemble de revues scientifiques. Or, très souvent, l'un des problèmes que nous rencontrons, c'est un problème d'accès à la documentation. Or, et on ne sait même pas on ignore les opportunités, les atouts que représente, par exemple, le courriel de l'université qui donne accès à un ensemble de ressources numériques en ligne. Donc, c'est un ensemble de problèmes qu'on pourrait organiser. Et alors, pour essayer de préciser la question, c'est maintenant, par rapport à cette situation, comment est-il possible aujourd'hui d'aider nos étudiants à rédiger? Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour faciliter justement la rédaction, pour permettre aux étudiants de réaliser leur mémoire de sortie, en prenant en compte l'ensemble de ces facteurs-là? Donc, est-ce qu'il y aurait une proposition? Mais c'est des problèmes quand on les met ensemble, on ne voit pas comment s'en sortir au premier coup. Et quelles seraient donc les pistes de solutions par rapport à ce défi-là? Si je commencerais par exemple, en prenant par exemple la question de l'enseignement de la méthodologie. Par exemple, là, j'ai mentionné plusieurs problèmes, l'enseignement, l'absence d'infrastructure, les capacités à exploiter les ressources du web. Donc, si on pourrait commencer, par exemple, par l'enseignement de la méthodologie, qu'est-ce qu'on aurait pu formuler comme proposition par rapport à ce problème pour que la formation, les cours de méthodologie qu'on donne à l'université, dans une université, particulièrement à l'UEH, puisse être, je dirais, efficace? C'est beaucoup de questions en même temps. Bon, oui.
vous avez presque tout dit, mais quand même, je vais essayer de trouver quelque chose de nouveau, ouais, d'original à ajouter. Vous venez de constater, et vous avez raison, que nombreux sont les étudiants qui n'arrivent pas à produire efficacement, les étudiants peinent sérieusement à rédiger leur mémoire de sortie. Mais je dois ajouter quelque chose. La production de l'université n'est pas seulement la production de l'étudiant. Au-delà des étudiants rarissimes, les professeurs qui ne produisent pas non plus. Et ça, c'est une catastrophe à mon avis, parce qu'il n'y a pas de notoriété universitaire sans production scientifique. Oui, d'un côté, bon, vous mettez l'accent sur la production des étudiants. Oui, c'est bien. Je vais essayer de voir ensemble, d'analyser la possibilité. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, les conditions, vous comprenez, vous comprenez, ça veut dire que moi-même, ne sont pas réunies du point de vue sécuritaire, notamment, pour étudier. Il y a plein de pays qui font face à ce genre de problèmes, qui essaient quand même de briser ce genre d'obstacles. Mais ce que je veux ajouter, c'est que les professeurs, eux aussi, doivent poser. Et il faut qu'il y ait un encouragement de la part des dirigeants. Je ne sais pas si c'est au niveau du rectorat, ouais, pour encourager les professeurs. Bon, je n'ai pas peur du problème. Professeur, vous allez comprendre que il y a parfois des choix difficiles à faire, effectivement. Mais il y a un problème. Le problème qu'on est en train de poser là, si on le prend au niveau de l'enseignement et de la production du côté des professeurs, de l'efficacité des professeurs même, voilà, on va. Est-ce que je pourrais parler d'un problème d'ordre politique dans le sens de gouvernance, puisque faire de la recherche, ça demande, c'est très exigeant. Ça demande du temps, beaucoup de ressources. Et on comprend très mal que des professeurs qui, pendant qu'ils enseignent, sont à la fois consultants dans une institution internationale, qui ont un poste par-ci, un poste par-là, qui cherchent par tous les moyens à arrondir les fins de mois. Mais c'est ça. On va comprendre que là, c'est très difficile de se concentrer sur l'activité l'université, la recherche. Donc, c'est ça un problème. On associe aujourd'hui le professeur à des recherches. Vous voyez, enseigner chercheur, on est nécessairement des chercheurs. Le fait d'avoir cette possibilité. Maintenant, comment être chercheur en étant dans une situation de, est-ce que je peux parler de précarité, mais je ne sais pas, je ne suis pas là dans une posture où je vais juger est-ce que c'est bon ou pas, parce que c'est au professeur de savoir, ça varie en fonction de sa situation. Nous devons reconnaître aussi qu'il n'y a pas une politique de valorisation du travail intellectuel, de la recherche, et c'est pas encouragé. Donc, si quelqu'un le fait comme vous le faites, c'est un choix. C'est difficile. Je connais beaucoup de professeurs qui choisissent de rester à l'université malgré les précarités. Malgré tout, oui. Mais il y en a d'autres qui choisissent de ne pas le faire. Et là, je ne vais pas juger est-ce que c'est bon ou pas du côté du professeur, mais il y a justement les conditions. Il y a des conditions qui doivent être créées pour encourager la recherche. Il y a un problème. Le fait d'accepter le travail. Moi, je ne sais pas. Parce que le fait d'accepter le travail, il y a un certain nombre de conditions qui vont avec. Parce qu'on ne peut pas être professeur sans rechercher, sans se donner pour devoir de chercher pour approfondir son domaine, pour proposer. Donc, si vous gardez encore la position, vous gardez encore le statut, c'est que vous êtes prêt pour chercher. Comment
être en salle de classe pendant 20 ans sans produire. Comment être docteur? Bon, par exemple, n'en déplaise à des collègues au campus. Ils sont docteurs, mais sans produire aucun document scientifique, sans proposer. Je veux les lire moi-même. Mais comment être docteur, comment être professeur sans avoir la décence de publier même un article? Ça prend du temps, mais c'est vous qui restez dans le travail. Moi-même, je suis ainsi, je suis un peu direct. Moi-même, je ne parle pas pour faire plaisir. Je suis ainsi. Comment rester en salle de classe sans produire pendant 20 ans? Vous répétez la même chose, vous n'avez même pas de temps pour vérifier. Moi-même, j'ai beaucoup de problèmes avec le rectorat qui n'encourage pas parce que ça met en valeur l'image de l'UEH, mais on ne m'appelle jamais même pour me féliciter. Et pas moi, bon, pas même besoin de parler de moi-même. Est-ce qu'on le fait pour les autres? Ça, c'est un grave problème. Il y a ce qu'on appelle l'émulation pédagogique, l'émulation professionnelle. Ça encourage. Vous n'avez pas besoin d'avoir de gros moyens pour encourager un professionnel, un collaborateur. Donc, ça, dans le monde entier, on commente, on apprécie mon travail. Lorsque je suis dans l'UEH, bon, vous-même, je vous félicite, je vous en félicite. Seulement, bon, je ne sais pas si vous êtes au rectorat, mais c'est seulement de votre part que j'ai reçu l'invitation pour parler de mon œuvre. Ça, c'est décourageant, c'est démotivant. Je les ai invités à plusieurs reprises pour venir prendre part à mes activités scientifiques. Bon, on n'a même pas répondu à ce genre de message d'invitation. Donc, tout ça décourage. C'est si bon de chercher à connaître, c'est si précieux de chercher à connaître les circonstances dans lesquelles un professeur produit pour l'encourager, pour encourager les autres. Mais on ne le fait pas. Donc, sur ce, je vous remercie encore pour cette précieuse invitation. Voilà. Et continuez, parce que faire passer le message, produire le message, c'est une chose, mais le faire entrer dans la tête du public, c'est encore c'est encore une chose. Donc, le fait d'avoir des couloirs, voilà pourquoi j'apprécie l'invitation du campus, encore une possibilité de parler de l'utilité du document, et parce que parfois on produit et puis on passe inaperçu, on produit des choses extraordinaires, mais on passe inaperçu parce qu'il y a des stéréotypes. Il existe des stéréotypes qui bloquent les émergents, les esprits émergents, les personnes qui veulent tenter, qui reprennent toujours les mêmes choses. Il y a des stéréotypes qui reprennent toujours les mêmes tenants, les mêmes figures de pour ce que vous ne faites pas. Et je vous en félicite encore. Moi-même, ce sont d'autres universités qui m'appellent. Ce n'est pas le rectorat. Ça, c'est dur à le concevoir alors que moi-même, je m'investis. Je reste au pays alors que j'ai un visa de 5 ans. Je reste au pays pour travailler. Mes collègues sont tous partis, vous voyez, me conseillant à longueur de journée de laisser moi, je dis non, je choisis l'université, je choisis de travailler. Pourquoi aller me traîner en France alors que j'ai un statut à défendre, j'ai un statut à assumer. Vous voyez, ce sont les universités, c'est Paris 8 qui me publie, c'est Paris 8 qui me valorise. Il y a une page d'honneur. Si vous cliquez estimer Jean Gandhi, vous pouvez constater combien de pages d'honneur que j'ai reçues pour mes productions, des articles, etc. Mais on ne met pas ça en valeur parce qu'il y a des figures de pour. Lorsqu'ils parlent, eh bien, c'est fini. Ça, c'est une colonisation qu'il faut décoloniser. Bon, c'est une question très sensible. Et la condition de travail, les conditions de travail des enseignants, et qui, justement, a un impact considérable sur l'apprentissage, même, disons, la performance des étudiants. Bon, mais pour revenir au thème du livre et la décolonisation de la méthode,
Et c'est vrai, on a, et c'est un aspect très important, bon, je l'ai mentionné tout à l'heure, et aujourd'hui, il y a des choses, on a comme l'impression que la rédaction d'un mémoire, bon, n'importe quelle production, rédiger un article ou n'importe quoi, mais puisque généralement nous parlons de mémoire, la rédaction de mémoire de sortie, c'est comme c'est quelque chose qui est dramatisé, c'est-à-dire c'est tellement un défi énorme à relever, Oui. alors que ça devrait être comme un devoir qu'on fait. L'étudiant a réalisé de nombreux devoirs pendant son cycle d'études. Ça devrait être Mais pareil à un ça, c'est devoir. partout. Je m'excuse, mais ça, c'est partout. Sauf Oui, qu'en Haïti, c'est beaucoup plus grave. C'est pire en Haïti. c'est pire. Alors, la question par rapport au contexte haïtien même, c'est aujourd'hui, quelles devraient être les compétences clés qui devraient être inculquées à nos étudiants pour leur permettre de surmonter ce défi. Et les compétences clés, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte où les pratiques universitaires, l'enseignement, la recherche ont beaucoup été influencés par l'essor de la technologie, qui fait que on a davantage accès à la documentation. Donc, c'est déjà un défi, puisque j'insiste beaucoup sur ça, parce que l'un des problèmes que nous avons en Haïti, c'est les centres de recherche. L'université n'a pas vraiment de bibliothèque spécialisée où l'on pourrait faire des recherches. Et donc, avec l'accès à des revues en ligne, ce problème n'est pas résolu, mais c'est moins important, puisque l'étudiant peut avoir accès à des documentations en ligne, etc. Bon, bien que, et ce qui arrive, c'est que la plupart des publications euh, issues des pays du Nord, et que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, très souvent c'est payant. Donc, je ne vais pas m'attendre à ce qu'un étudiant achète un article pour 20, 30, 40 euros. Et c'est quasiment impossible. Et donc, ça, c'est un premier défi. Donc, comment l'Université d'État d'Haïti, par exemple, pourrait rendre accessible des ressources en ligne. Comment se fait-il que de nos jours, nous n'avons pas une bibliothèque numérique accessible à nos étudiants où ils pourraient faire des recherches? Je sais qu'il y a ce projet qui a permis à l'UH d'avoir un abonnement avec des revues scientifiques, mais c'est pas connu. Je crois que c'est même des ressources qui ne sont pas très connues par les étudiants. Même des professeurs ignorent l'existence de ces ressources. Et donc, comment faire en sorte que nos étudiants aient accès à la documentation en fonction de leur champ d'études? Ça, c'est un premier défi. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, il y a, par rapport à la décolonisation, et c'est pourquoi j'ai beaucoup prêté attention à ça, il y a cette tendance à privilégier davantage les savoirs issus des pays du Nord. C'est-à-dire, quand on lit un travail en mémoire ou n'importe quelle publication faite dans nos universités, on voit 98% généralement des textes cités, ou ce sont des publications issues de l'Europe, les grandes métropoles de l'Europe, l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Bon, par contre, il y a beaucoup de publications, des recherches très sérieuses qui sont publiées par des auteurs haïtiens, par des latino-américains, par des Africains. Donc, il y a cette tendance à minimiser les savoirs des Suds qui, en réalité, sont toujours plus accessibles. Donc, quelque part, dans la colonisation, est-ce que, ça rencontre aussi, est-ce que de nos jours, dans ce processus de décolonisation de la méthode, est-ce que ce ne serait pas le moment d'encourager nos étudiants à valoriser les recherches publiées dans les pays du Sud? C'est vrai que nous connaissons Bourdieu, nous connaissons Platon, Habermas, c'est vrai. Bon, mais qu'en dire des auteurs africains? Qu'est-ce qu'on peut dire
Il y a des travaux de recherche qui sont complètement ignorés, pourtant qui sont très accessibles et qui ont autant de pertinence par rapport à ça. Maintenant, ça, c'est un aspect très important et qu'on pourrait considérer aussi. Ensuite, il y a un autre aspect qui m'intéresse par rapport à la question de la décolonisation, c'est le rapport entre la science et la société, l'université et la société. Pourquoi nous faisons de la science? Pourquoi nous faisons de la recherche? Et le rôle social de l'université. Donc, il faudrait qu'on se demande, qu'on aide nos étudiants à comprendre, mais vraiment, ils font de la recherche, certes, mais c'est quoi le rapport avec la société dans laquelle ils évoluent? Comment se situer en tant qu'étudiant, apprenti chercheur, par rapport aux problèmes sociaux? Et donc, c'est tout un défi à relever pour aider nos étudiants à comprendre ce rapport. Et pour revenir aux professeurs, et il y a un élément qui est très important et qu'on ne mentionne pas toujours, mais qui est réel. C'est ce que je pourrais appeler une sorte de pédagogie de l'humiliation. Et cette tendance de beaucoup de nos professeurs qui a abusé de leur droit d'aînesse, on a comme l'impression que les enseignants n'auraient pas aimé que les étudiants évoluent, réussissent, Voilà, ça, par peur d'être dépassés ou remplacés, je ne sais pas. Et on voit ça très souvent par des pratiques d'humiliation publique en classe, et de refus de lire les travaux, des évaluations très sévères. Et c'est des questions. Donc, quand j'ai vu le sous-titre vers une décolonisation de la méthode, toutes ces idées me sont passées par la tête et là, c'est un gros défi qu'on a à relever par rapport à tous ces problèmes, à cette problématique de la décolonisation de la méthode. Et je ne sais pas, j'ai touché plusieurs aspects en même temps pour vous permettre d'intervenir, mais c'est un champ vraiment très vaste où l'on a beaucoup de choses à dire et des questions à poser. Bon, le problème, c'est que le savoir, le déploiement du savoir en province se construit largement. Je l'avais dit vers l'heure, largement à partir des outils traditionnels, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et Volodine, c'est un auteur français, c'est un romancier français, puis Médicis 2014. Volodine, par exemple, dans son document intitulé Terminus radieux 2014, s'attaque sans hésitation contre l'empire des gens traditionnels, contre ces gens d'empire. Même le professeur aussi a des empires, comme vous voulez dire, sur les étudiants. Ça empêche encore l'étudiant d'avancer. Parce que c'est une forme de colonisation. Lorsque je parle de décolonisation, je ne vois pas seulement le blanc. La méthode blanche. Il y a une méthode à l'université qui fait en sorte que les étudiants soient bloqués. Parce que tout est professeur. Le professeur est roi. Alors que Rancière nous propose la méthode de l'élève. La méthode de l'élève, c'est la plus efficace parce que ça permet à l'élève de s'émanciper, ça permet à l'élève de révéler ses forces cachées. Au lieu de tout faire et de l'imposer, au lieu d'imposer ce qu'on sait en salle de classe, parfois, les étudiants savent aussi. Les étudiants peuvent former, à certains égards, des professeurs au sein de salle de classe. Parfois, lorsque j'enseigne, il y a ce qu'on appelle l'acte manqué. Lorsqu'il s'agit d'un acte manqué, je demande aux étudiants de rechercher parce que les outils sont là. C'est vrai que l'utilisation du téléphone portable est interdite, mais lorsqu'on en a besoin, on l'utilise. On utilise le téléphone. Eh bien, je leur demande de rechercher au lieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la probité intellectuelle.
au lieu d'imposer quelque chose dont je ne suis pas sûr, je demande aux étudiants de chercher en salle de classe et puis le débat s'ensuit et puis ça fait avancer encore mieux, ça enrichit le cours. Et puis, pour aider les étudiants pour prendre conscience de valeur, de force, il n'est pas copié, non? Il n'est pas copié parce que lorsqu'on copie, eh bien, c'est une preuve d'incapacité. Ça réduit dans sa confiance de soi. Ça diminue considérablement le fait de copier. Thérèse nous dit comme souveni ameni aliénum pour. Je suis homme et rien de ce monde qui est humain ne m'est étranger. Je ne dois pas m'être étranger. Mais je suis humain. Alors, bon, par rapport à la question copier, il est nécessaire pour une petite précision. Ce n'est pas parce que le pagan doit citer d'autres auteurs, mais c'est la nécessité de produire quelque chose d'original à partir. Non, copier à l'examen. Je parle nous parlons de copier, ok. De plagiat. Non, c'est normal. Citer au contraire pour prendre le contre-pied, c'est normal. Au contraire, il n'y a pas de production intellectuelle. Même Aristote s'est trompé. Pour Aristote, qu'est-ce que Aristote nous a dit? Il nous a dit que j'appelle philosophe celui qui, dans la mesure du possible, possède la totalité du savoir. Et puis, finalement, il s'est rétracté. Donc, pour dire que personne ne possède la totalité du savoir. Donc, pour avancer, d'ailleurs, là, le travail scientifique a une base. La base du travail scientifique, ce sont des prédécesseurs. Il faut reconnaître la validité, il faut prendre le contre-pied aussi. Pour prendre le contre-pied, il faut citer. Je ne parle pas de citation, je parle de plagiat. Il y a d'autres questions qu'on aurait pu aborder, qu'on aura l'occasion d'aborder une prochaine fois. Mais oui. Merci encore pour cette occasion. C'est vraiment la question. Il faut vraiment poursuivre la réflexion autour de la problématique de l'enseignement, de la méthodologie en Haïti. Mieux accompagner les étudiants. C'est un véritable défi. Encore une fois, merci et bon travail, bonne continuité. Oui, donc je vous remercie encore une nouvelle fois pour l'invitation. C'est précieux parce que j'ai pu visiter votre poste, j'ai pu visiter le programme. Vous avez invité un professeur de haut rang à ce programme. Et je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites là. Et je suis convaincu à savoir que le public va comprendre l'intérêt précieux, cet intérêt supérieur que vous portez pour la science. Merci encore et à bientôt. C'est avec le professeur Jean-Claude Estimé que nous avons eu cet échange aujourd'hui autour de son livre de méthodologie, guide pratique d'organisation du travail intellectuel vers de nouvelles pistes pour la décolonisation de la méthode et l'émancipation intellectuelle. Merci encore une fois à chacun de vous d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous une autre occasion pour un autre échange aussi intéressant, toujours autour de la science, de l'éducation, parce que notre objectif, c'est d'offrir un accompagnement, de créer un espace d'accompagnement pour les jeunes, les étudiants, en vue de mieux les aider dans le cadre de leur réussite académique et professionnelle. Merci encore une fois à chacun de vous. À très bientôt.